Je vais continuer sur la question du langage et un peu à travers la langue chinoise, bien que je n'ai suffisamment dit la dernière fois. Il y a encore 2-3 choses à dire là-dessus. À travers le fait que Lacan ait dit que les Japonais étaient inanalysables à cause de leur langue, et le fait qu'il ait dit que la langue anglaise fait obstacle à l'analyse. Ça pose question, et ça renvoie à sa fameuse formule que tout le monde répète, l'inconscient est structuré comme un langage. Que veut dire cette formule ? J'estime qu'il y a méprise dans cette formule, parce que l'inconscient est structuré comme un langage, ça amène surtout Lacan à dire, du coup, le sujet est assujetti au langage. Donc il n'est plus sujet, il est assujet, écrit-il. Assujet donne un seul mot, un a privatif, comme on dit asyntagmatique ou aboulique ou atrophié, etc. Le a privatif du français, assujet. Il est assujet parce que le langage parle à sa place. C'est une extension de la pensée de Freud que Freud n'avait pas. C'est en ce sens-là que Lacan n'est pas freudien. Parce que si l'inconscient est bien structuré comme un langage, pourquoi ? Parce qu'on retrouve dans l'inconscient la métaphore, la métonymie, la grammaire, la syntaxe et le vocabulaire, avec cette différence qu'il y a un vocabulaire et une syntaxe propre au sujet. Ça, c'est ce que dit Freud. Et c'est en ce sens-là que le sujet n'est pas assujetti complètement à la langue. Il est assujetti au contenu de sa mémoire. Et sa mémoire inclut la mémoire inconsciente. Mais le langage du rêve, par exemple, c'est celui de la métaphore, de la métonymie. Donc ce sont des éléments du discours, effectivement, des éléments du langage. Mais pourquoi ? Parce que le rêve a à transmettre un message. De même que le lapsus, l'acte manqué, le symptôme, il cherche à transmettre un message. Qui transmet le message ? À qui ? Le sujet. Le sujet cherche à se transmettre un message à lui et éventuellement aux autres pour que ça lui revienne. Donc il n'est pas si assujetti que ça. Il y a une articulation, mais une articulation, je dirais, non pas entre le langage et le sujet, mais entre le contenu de la mémoire inconsciente du sujet et le sujet. Le sujet en tant qu'il est conscient et en tant qu'il est inconscient. Il y a un conflit entre les deux. Le conflit fait que le sujet conscient renvoie dans l'inconscient les pensées inconscientes. Ces pensées inconscientes, elles ont été pensées sous forme de langage, c'est-à-dire employant le langage, mais le langage comme médium, pas comme message. Il ne faut pas confondre le médium et le message, c'est ce que fait Lacan. Il met à fond l'accent sur le langage. D'où le fameux article de Rodatonc, le premier psychanalyste à avoir introduit le lacanisme en Chine, donc que je connais bien et que j'ai rencontré plusieurs fois et à Paris et à Chengdu lorsque je suis allé intervenir dans des colloques là-bas. Lui, il a repris la chose à l'envers en disant « l'inconscient est structuré comme un caractère chinois ». C'est un article d'une dizaine de pages qu'il a écrit donc il y a une quinzaine d'années, peut-être même 20 ans, je ne sais plus, par là, et un article auquel j'ai répondu, phrase par phrase, mot par mot presque, par un article qui est même beaucoup plus volumineux que le sien, que je lui ai amicalement envoyé en lui disant « voilà, qu'est-ce que tu en penses ?»
20 ans après, j'attends toujours la réponse. Bon, je lui en veux pas du tout. Il a d'autres préoccupations, ok, mais c'est dommage, parce que ça aurait pu nous faire avancer l'un et l'autre, de se répondre d'article en article, comme ça, avec chacun son argumentation. D'ailleurs, moi-même, je suis pas sûr du tout que l'argumentation que je proposais il y a 20 ans, je la trouve encore valide aujourd'hui. Je ne crois pas. J'ai beaucoup changé, et peut-être que lui aussi de son côté, mais c'est dommage puisqu'on on ne s'est pas accompagné dans nos changements mutuels. Mais l'inconscient structuré comme un caractère chinois, même remarque, ce n'est pas le caractère chinois. Il y a une analogie, sans aucun doute, j'y reviendrai, entre le caractère chinois et la façon dont est construit l'inconscient, en particulier en reprenant le mot rébus, qui vient de Freud. L'inconscient est structuré comme un rébus, et le caractère chinois, certains caractères chinois, pas tous, fonctionnent comme des rébus, en tant qu'ils sont un assemblage de plusieurs caractères, de plusieurs traits certainement, mais de plusieurs caractères qui ont leur indépendance par ailleurs, mais qui se retrouvent cumulés dans un seul caractère, qui fait une espèce de composition à lire effectivement comme un rébus. Mais le fait qu'il y ait cette analogie ne dit pas que l'inconscient est structuré comme un langage ou comme un caractère chinois. Ça dit que le caractère chinois présente une analogie avec, et que le langage présente une analogie avec le langage de l'inconscient, bien entendu, parce que l'inconscient se sert du même médium que le conscient pour transmettre des messages. Mais il faut qu'il y ait un sujet qui veuille bien transmettre un message, qui ait une signification à transférer, et qu'il l'adresse à un autre sujet. Ce n'est pas le signifiant qui s'adresse à un signifiant, en mettant le sujet comme un accessoire du déroulement des signifiants. Je me propose donc de démontrer cette thèse en rappelant d'abord ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, que ce qui a fait que j'ai cessé d'être lacanien, c'est que j'ai étudié le chinois. Non, c'est surtout que j'ai étudié beaucoup la langue du rêve. Et la langue du rêve, eh bien, c'est tout simplement la langue. Donc, elle articule des métaphores, des métonymies. Un métaphore, on met un mot à la place d'un autre, une image à la place d'une autre image, pour dissimuler, tout en révélant ce dont il s'agit. Et la métonymie, c'est quand on dit boire un verre, non, c'est pas le verre qu'on boit, c'est le liquide qu'il y a dedans. Mais il y a une relation de contiguïté entre la chose représentée et celle qu'on dit. Donc, c'est une forme spéciale de métaphore, comme on peut développer tous les tropes du langage, ce que les spécialistes du langage vous développent volontiers avec des mots extrêmement compliqués, comme le zeugme par exemple, et plein d'autres, mais ça se ramène à ça. Ce sont des variantes de la métaphore, mettre un mot pour un autre. Et ça, Lacan est là aussi, ça c'est ce que Freud avait trouvé, et Lacan est allé plus loin là-dessus, il a donné une extension à cette chose-là, en disant, voilà, le sujet est clivé, ça c'était le truc de Freud, c'est un des derniers, si ce n'est le dernier article de Freud en 1939, le clivage du sujet. Lacan dit, le sujet est clivé parce que la chose est perdue. La chose, c'est-à-dire le réel, ou encore l'objet petit a. Ce sont différents mots qui viennent dans le langage de Lacan pour dire la chose est perdue. Évidemment, la chose est perdue puisque nous parlons, et quand je parle, ce ne sont pas des grenouilles qui sortent de ma bouche quand je parle de grenouilles. Ce ne sont pas des roses qui sortent de ma bouche quand je parle de roses. Donc, le mot n'est pas la chose. Et c'est ce qui nous donne une certaine souplesse, et c'est ce qui donne à l'être humain cette incroyable capacité d'adaptation à son environnement, à sa réalité, parce que justement, il modifie l'environnement
à son profit. Là, je ne suis pas là pour en juger, mais l'être humain est devenu ce qu'il est parce qu'il modifie l'environnement. Il ne se laisse plus trop modifier par son environnement au niveau de l'évolution. Eh bien, ce clivage qui est, pour Lacan, entre le langage et la chose, voilà ce qui devient la cause du désir chez lui. Parce que l'objet petit a, c'est la cause du désir pour lui. C'est-à-dire la chose, c'est-à-dire le réel en tant qu'il est perdu. Donc le réel devient le responsable de tout, du désir, de l'angoisse, etc. Alors que pour Freud, et pour moi, c'est pas du tout le réel qui est la cause de l'angoisse ou du désir, c'est le phallus en tant qu'il est perdu. C'est pas la chose en tant qu'elle est perdue, c'est cette chose particulière qu'est le phallus et qui est parfaitement symbolique. C'est le symbole de la différence des sexes. Il est là ou il n'est pas là. Castration, d'où angoisse, mais d'où désir. On peut le traduire d'une façon un peu plus soft, c'est que dans le psychisme, il y a un conflit entre ce que je veux bien admettre et ce que je ne veux pas admettre du tout dans ma conscience. Ce que je ne veux pas admettre du tout dans ma conscience, c'est la castration. Et donc, tout ce qui en découle, car tout ce qui peut y faire penser de près ou de loin. Un ciseau, une aiguille, un chat, un chien, parce qu'ils ont une gueule, un requin, tout ce qui peut rappeler quelque chose qui peut couper, ou tout ce qui peut rappeler un objet coupé. Ce sont des métaphores. C'est donc du langage, mais tout langage, toute métaphore, ne rappelle pas la castration. Toute métaphore rappelle le clivage avec la perte de l'objet, de la chose, pardon, parce qu'un objet, c'est un objet en tant qu'il est investi, il n'y a d'objet que pour un sujet. La chose, justement, elle n'a pas de sujet, et elle n'est pas un objet. Et donc, j'entends partout, dans les discours des lacaniens, et même des gens qui s'interrogent sur la psychanalyse, de près ou de loin, parce qu'ils sont analysants ou pas, parce que c'est devenu, dans le champ analytique, c'est devenu une formule. Je ne comprends pas quelque chose, donc c'est du réel. Je me heurte à quelque chose. Lacan a donné cette définition au séminaire 11. Le réel, c'est ce à quoi on se heurte. À quoi j'ai déjà répondu. Mais dans la réalité, on se heurte à plein de choses qui ne sont pas le réel. Ce n'est pas la chose perdue. C'est tout simplement le réel qui fait que je passe par la porte pour aller dans la pièce à côté, je ne passe pas à travers les murs. C'est la réalité, ce n'est pas le réel. Je me heurte aussi à un rêve lorsque j'en comprends pas la signification. Et beaucoup de gens disent ah ben voilà, je suis face à un réel parce que je n'arrive pas à déchiffrer ce rêve, ce lapsus, cet acte manqué, ce symptôme. Ça m'a été dit comme ça, mais par des foules de gens. Ben non. Ça, c'est la réinterprétation par Lacan de ce que dit Freud. Freud dit tout simplement, on se heurte à la signification d'un rêve parce qu'on ne la comprend pas, parce qu'on ne veut pas la comprendre. Il y a une résistance. Ce n'est pas une résistance qui vient du réel, c'est une résistance qui vient du symbolique, en tant que j'ai symbolisé la différence des sexes par la castration. C'est complètement différent. Le clivage freudien n'est pas le clivage lacanien. En quoi, encore une fois, Lacan n'est pas du tout freudien, contrairement à ce qu'il dit. Il a vraiment remplacé la question du phallus et de la castration par la question de l'objet petit a et du réel. C'est très important de piger ça. Parce que si on se met à croire que toute signification dans un rêve c'est du réel, on s'en sort plus, quoi. C'est juste une difficulté à interpréter, c'est tout. Bon, ceci dit, dans les rêves, je l'ai assez montré dans mes rêves, il y a des traces du réel. En effet, c'est justement ce à quoi on se heurte, oui, mais pas de la même façon, c'est-à-dire ça, on ne peut même pas le décrire. Dans un rêve, on peut décrire des choses et ne pas en comprendre le sens, mais on peut aussi trouver des choses qui ne sont pas descriptibles. Et c'est ça la différence.
Les choses qui ne sont pas descriptibles, on peut d'autant moins les interpréter qu'on ne peut pas les décrire. Alors, je vais vous donner un exemple à partir d'un rêve. Mais avant de démarrer dans le rêve, je voudrais vous donner un petit exemple qui m'est venu il n'y a pas longtemps sur la question des langues. En allemand, le soleil se dit die Sonne, c'est-à-dire que c'est féminin, contrairement au français où c'est masculin. Bon, en anglais, on ne sait pas, puisque c'est the sun, et qu'on sait que ça n'a pas de sexe, le the anglais. Et en quoi est-ce que cette féminisation ou masculinisation des deux côtés d'une frontière change quoi que ce soit à cette donnée de la réalité qu'est le soleil? Est-ce que ça change quoi que ce soit même dans l'imaginaire des peuples? Je trouve ça extraordinaire que les nazis aient choisi comme emblème justement le soleil. Parce que la croix gammée, c'est ça que ça veut dire. Et tous les Allemands le savaient, et spécialement les nazis bien entendu, que ceci représentait le soleil, die Sonne. Et on ne peut quand même pas soupçonner les nazis d'être féministes. C'était les chantres de la virilité, de la masculinité, de la force, du courage, de la guerre comme preuve de la virilité, etc., etc. Ils ont un emblème, un truc qui se dit en féminin. Pour moi, c'est bien dire que le langage, la langue en l'occurrence, n'a pas d'importance. Il en est de même pour le chinois. Hein. C'est pas parce que le caractère chinois transcrit des concepts et non pas des sons, mais parfois des sons quand même, c'est pas pour ça que ça change la nature de l'inconscient. Hein. Si on m'objecte que les Allemands ne disaient pas le soleil en volant la croix gammée, ils disaient la croix gammée. La croix c'est das Kreuz, la croix gammée c'est das Hakenkreuz. Alors c'est neutre. Donc die Sonne et ensuite das Hakenkreuz, c'est neutre. Bien. Je veux bien. Mais ce n'est pas masculin. Ce n'est pas le truc des nazis, qui est la promotion de la masculinité à tout crin. On pourrait en trouver des foules comme ça. Hein. Combien de fois des intellectuels se sont interrogés sur le fait que, en langue anglaise, les the, justement, ne sont pas sexués, les objets ne sont pas sexués en anglais, sauf les bateaux, c'est Her Majesty's Ship, et justement ils sont féminins, alors qu'en français c'est un bateau, un navire, c'est masculin. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Je veux dire, au niveau des objets, c'est un produit linguistique de l'histoire qui ne dit même rien de la culture des peuples quant à la féminité ou à la masculinité. Les Anglais, comme les Français, ont les mêmes problèmes avec le sexe que nous. C'est pas parce que les objets sont masculins ou féminins que ça change quoi que ce soit. Le problème, il est ailleurs, il est justement dans l'inconscient. Et ça, c'est là où l'inconscient n'est certainement pas structuré comme une langue, comme un langage, je veux bien. Un langage, en tant que tout langage, fonctionne sur articulation de métaphores et de métonymie. Et si on m'objecte que les Allemands disaient aussi souvent die Swastika, pour dire la croix gammée, eh bien c'est féminin. Die Swastika, ça rejoint die Sonne. C'est féminin. Et ils en avaient rien à foutre que ce soit féminin. C'est pas le problème. Ça n'empêche pas d'être le représentant de la force virile. Et le soleil, la force, la lumière, le courage, l'énergie, etc. Alors, cette prépondérance du signifiant chez Lacan l'amène finalement à considérer les mots comme des choses. C'est ça qui est le paradoxe, c'est-à-dire qu'il dit que la langue, c'est ce qui sépare des choses, le fait qu'on parle nous sépare des choses comme telles, du réel, mais du coup, il porte une telle attention
au signifiant que ça en devient une chose. C'est-à-dire que j'ai vu tellement les lacaniens se battre au sujet, ne serait-ce que de la parole de Lacan. C'est-à-dire, attention, il n'a pas dit ça, il a dit ça. Vous vous trompez. Il y a même donc tout un collectif qui s'appelle Stafferla, je crois, qui a écrit un livre à propos d'un séminaire de Lacan pour faire le catalogue de toutes les erreurs qu'a fait Jacques-Alain Miller dans la retranscription. Parce qu'il y a la retranscription par la dame qui tapait au moment où Lacan parlait, et ensuite il y a la retranscription de cette première transcription dans un autre langage, celui de l'écriture qui n'est pas phonétique puisqu'elle tapait en sténographie. Et puis il y a après il y a d'autres transcriptions de cette première transcription de diverses façons. J'avais déjà expliqué en quoi Miller supprimait des paragraphes entiers, parce que Lacan commençait des phrases qui ne finissaient pas, et donc ça ne voulait rien dire. Et ensuite, il réarrangeait d'autres phrases pour leur donner un sens, parce que dans la phrase initiale qu'on voyait dans le tapuscrit, c'était pas non plus très lisible. Bon, et malgré tous les efforts de Miller, d'ailleurs, ça reste des fois pas toujours très lisible. Mais ça indique ces bagarres, justement, au point que c'est allé en procès, pour une virgule de Lacan qui n'est pas au bon endroit, une sonorité de Lacan qui n'a pas été retranscrite correctement. J'ai même vu une tentative chez Vapro, dans un de ses livres, Jean-Michel Vapro, où il essaie de transcrire le discours de Lacan en se servant d'une typographie spéciale, où il essaie de retranscrire l'intonation de Lacan, c'est-à-dire le fait qu'il prolonge une syllabe, alors il met des O à la suite, ou le fait qu'il accentue une syllabe, alors il met un O plus grand. C'est vraiment considérer les mots comme des choses. Et chez Freud, considérer les mots comme les choses, c'est le critère de la psychose. C'est intéressant. Ce qui amène Lacan, effectivement, il s'en est aperçu, à dire que la psychanalyse était une paranoïa dirigée, c'est-à-dire une forme de psychose dirigée. Il a même dit c'est un autisme à deux. On reste dans le champ de la psychose. Parce que la psychose, telle que moi je l'ai rencontrée, c'est pas toujours prendre les mots pour les choses. Et la meilleure chose qu'on puisse faire dans une psychanalyse, en pratique, c'est justement arrêter de prendre des mots pour des choses. La phobie, c'est ça. Il ne faut pas prononcer un certain nombre de mots. On apprend aux enfants à ne pas dire des cochonneries parce qu'on a peur des cochonneries, comme si c'était allé nous sauter à la figure. Et le phobique a peur de l'animal phobique, comme si l'araignée, qui est totalement inoffensive, allait lui sauter à la figure et lui ôter la vie. Pareil pour le cheval, le chien, le chat, quel que soit l'animal phobique. Ça, par exemple, la phobie, c'est classé dans les névroses. Vous savez parfaitement que moi, je me fous complètement de ces classements. Mais pour reprendre la logique de ceux qui s'y retrouvent dans cette logique, eh bien, oui, cette façon de considérer la phobie qui est une névrose, c'est aussi une façon de prendre les mots pour des choses. Et souvent, j'ai été amené à dire, dans des séances, à des gens, mais enfin, ce que vous me dites là, ce ne sont que des mots. Il n'y a pas à en avoir peur. Et j'avoue que ça a souvent été extrêmement soulageant pour les personnes de leur dire ça. Même s'il faut régulièrement recommencer après, parce que quand c'est bien ancré que le mot est une chose, il faut du temps pour s'apercevoir que c'est plus une chose et que c'est un symbole. Mais pourquoi c'était devenu une chose? Par défense contre la castration, pas parce que c'était revenu au réel de la chose. Attention. Considérer les mots comme des choses, mais ce ne sont pas des choses. Ce ne sont pas les choses au sens du réel. Ce sont des mots au sens où justement, là aussi, on se heurte à l'impossibilité de faire une interprétation. Pourquoi j'ai peur du chat, du chien, de l'araignée? Toujours derrière se cache la castration. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à attraper.
Et c'est pour ça qu'on se fixe sur un mot, mais se fixer sur un mot, ça ne veut pas dire, ça veut dire le prendre pour une chose, je suis d'accord pour la formule, mais ce n'est pas la chose du réel. Voilà, c'est une chose fixée. Donc, puisque Lacan nous dit que du fait que les caractères chinois transcrivent des concepts, parfois des sons, et non des sons comme les langues occidentales, ça change l'inconscient chinois. Je vais faire avec dont je dispose, c'est-à-dire l'analyse d'un rêve en comparant l'oral et l'écrit. Je l'avais déjà annoncé dans ma précédente vidéo, mais je n'avais pas eu le temps de le faire. C'est-à-dire qu'il m'est venu à l'idée de comparer le récit que j'ai fait dans mon iPhone au réveil, oral donc, à ce que j'ai tapé ensuite en fonction de ma mémoire à l'écrit et sans consulter mon iPhone. Donc, après coup, je consulte mon iPhone et cette fois je tape ce qui est enregistré dans l'iPhone pour voir si la différence qu'il y a entre les deux est fondamentale et mérite d'être prise en considération. Ça, c'est une expérience, c'est du travail, c'est de la méthode. C'est pas juste avoir une idée. L'inconscient est structuré comme un langage, la langue chinoise oriente l'inconscient, etc. Ça, ce sont juste des idées. Mais il faut rentrer dans le travail de la pratique pour essayer d'en faire des démonstrations. Donc, voilà mon rêve. Je vais vous le prendre phrase par phrase en comparant la phrase de l'écrit avec la phrase du parler. Dans l'écrit, j'ai écrit « Je réarrangeais la disposition des meubles de ma pièce qui ressemblait à la chambre du puits. » Et là, je rajoute, moi, à l'oral, le puits, c'est la ville de mon enfance. Je n'ai pas besoin de l'écrire dans mon écrit, parce que je sais très bien, moi, que le puits est la ville de mon enfant. À l'oral, dans l'iPhone, j'ai dicté « Je passais mon temps à refaire l'agencement de ma chambre, qui avait l'aspect de la chambre au puits, mais avec le mobilier d'aujourd'hui. » Oui, deux différences fondamentales. Dans la première version, je dis « Je réarrangeais la disposition ». Dans la deuxième, orale, je disais « Je passais mon temps à refaire l'agencement de ma chambre ». Dans l'écrit, je dis « Ma pièce qui ressemblait à la chambre du puits ». Dans l'oral, dans l'iPhone, je disais « Ma chambre qui avait l'aspect de la chambre du puits, mais avec le mobilier d'aujourd'hui ». Le « mais » avec le mobilier d'aujourd'hui n'était donc pas dans l'écrit. Vous voyez, ça fait des différences. Presque tout est différent. Mais dans le fond du compte, enfin, les lacaniens diraient, sauteraient sur justement le mot pris pour une chose. Ah, tu as dit ça, c'est donc comme ça. Mais non, puisque je peux le dire autrement. Hein, ça revient exactement au même. Que je dise, je réarrangeais la disposition des meubles de ma pièce ou je passais mon temps à refaire l'agencement de ma chambre, ça revient strictement au même. La pièce, c'est un autre mot pour ma chambre. Je sais bien, dans ma tête, quand j'ai dit ma pièce, je voulais dire ma chambre. Et quand je dis ma chambre, ça suppose que c'est une pièce. C'est pas le problème. La métaphore n'est même pas là. Hein. C'est pas ça le message du rêve. Il est bien ailleurs, pour ça il faut entendre la suite. Alors, dans l'écrit, je dis, au départ, j'avais une disposition que je trouvais très esthétique, le lit double en plein milieu, et, à côté, 2 éléments de bois noir servant à ranger des livres et supportant des plantes vertes. À l'oral, j'ai dit, avec le lit en plein milieu, un grand lit double, des... 3 points de suspension. Une table comme ma table rustique d'aujourd'hui, mais couverte de plantes vertes en pot, à l'endroit où il y avait le lit de Michel. Mon frère, ça j'ajoute maintenant. Des petites bibliothèques comme mes cubes noirs, mais en plus petit au milieu de la pièce. Pas de cheminée. Là aussi, il y a plein de différences. Dans l'écrit, dans l'oral, je ne dis pas au départ. Je commence d'emblée. Et je dis, avec le lit en plein milieu, un grand lit double. Et dans l'écrit, je commence par dire mon impression qui est, j'avais une disposition que je trouvais très esthétique.
à savoir le lit double en plein milieu, ce que je dis dans l'oral par le lit en plein milieu, un grand lit double. Bon, c'est dire la même chose avec d'autres mots, d'autres formes. Ça ne révèle aucun message, le fait que ça soit dit d'une façon ou le fait que ça soit dit d'une autre façon. Le message, il est justement dans le signifié et vraiment pas dans le signifiant. Je peux employer d'autres signifiants, je dis la même chose. À l'écrit, je dis « mais ça ne me satisfait pas ». J'avais trouvé un agencement qui était très esthétique, mais ça n'allait pas au niveau esthétique. Vous voyez, je me suis trompé dans l'écrit, j'ai dit 2 fois esthétique, alors que j'aurais voulu écrire « j'avais trouvé un agencement qui était très esthétique, mais ça n'allait pas au niveau fonctionnel ». C'est ça que je voulais dire. Je déplaçais tout ça d'une façon qu'à présent je ne peux décrire, et j'obtenais quelque chose de peut-être plus fonctionnel, mais esthétiquement moins satisfaisant. Voilà, j'ai compris à l'écrit que j'ai pas dit exactement ce que j'aurais voulu dire, puisque là je puise dans ma mémoire, et non pas dans le récit fait à l'iPhone. Hein. J'ai essayé de dire dans une première phrase, mais dans la phrase, je me suis planté. J'ai dit 2 fois le mot esthétique, alors que je voulais opposer l'esthétique au fonctionnel. Donc je rajoute une deuxième phrase dans laquelle j'oppose effectivement le fonctionnel à l'esthétique. Là aussi, vous avez entendu que les phrases étaient très différentes, mais au fond, le message est très simple, c'est l'opposition de l'esthétique au fonctionnel, dans le fait que, dans les 2 cas, il n'y a pas de satisfaction. Si je privilégie l'esthétique, c'est pas fonctionnel. Si je privilégie le fonctionnel, c'est moins esthétique. Vous voyez, là, je viens de trouver encore une autre formule. Mais c'est ça le message. Donc, peu importe les signifiants, peu importe la façon dont c'est écrit, oral, ou par la transcription de l'oral, ou par l'écrit. Alors, ce à quoi ça renvoie, là il faut que je plonge dans mes associations pour développer ce qu'il en est du message. Je déplace les meubles de ma chambre comme ça. Le lit est à un endroit, je le mets plus loin. Le bureau est là, je le mets ailleurs. Les plantes vertes sont là, je les mets ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ce chambardement ? Alors, il est vrai qu'au mois de juillet, j'avais passé 2 mois ou 3 mois à faire le montage de mon film sur le Vietnam, que vous pouvez trouver sur YouTube si ça vous intéresse. Et donc, j'avais été très emmerdé par les reflets que j'avais sur mon écran. J'étais sur l'écran toute la journée, et quand il y a des reflets, on voit moins bien. Donc, parfois, j'étais obligé de fermer les rideaux, ce que je trouvais dommage en plein jour, d'être obligé de fermer les rideaux pour travailler. Et puis, je me suis dit, donc, je vais trouver une disposition qui fera que l'écran sera dos au jour, dos à la fenêtre, et j'aurai plus de reflets. Donc, j'ai tout changé. Et oui, c'est vrai, j'avais plus de reflets, mais le matin, quand je travaillais, du coup, moi, j'étais face à la fenêtre. Il n'y avait pas de reflet sur mon écran, mais j'avais le soleil en pleine figure. Donc ça marchait pas non plus. J'ai essayé 2-3 agencements différents comme ça, jusqu'à revenir à la première disposition, avec une seule différence, c'est que j'ai viré la bibliothèque qui était juste là derrière mon écran, où j'avais tout Freud, tout Lacan, Freud en français et en allemand, Lacan, les versions Miller et les versions transcription. J'ai tout mis ça dans ma chambre parce que finalement, j'ai plus besoin d'avoir tout ça sous la main. J'ai appris beaucoup plus en analysant mes rêves qu'en consultant tout ça. Et je continue d'en apprendre, dont j'essaie de vous faire bénéficier, en vous parlant de la façon dont j'analyse mes rêves. En vous rappelant d'ailleurs que c'est comme ça que Freud a découvert la psychanalyse, en analysant ses rêves. C'est le truc fondamental, très oublié aujourd'hui. Donc pourquoi j'ai fait tout ça ? Pour des questions fonctionnelles. J'y ai ajouté à chaque fois une considération esthétique, évidemment. Mais pourquoi ça me revient en rêve ?
si c'était juste des préoccupations conscientes, qu'elles soient fonctionnelles ou esthétiques. Et pourquoi surtout en rêve, ça me revient, comme j'ai noté avec le mobilier d'aujourd'hui, mais dans la chambre que j'occupais quand j'étais enfant. Parce que quand j'étais enfant, j'ai d'abord été comme bébé dans un berceau au pied du lit de mes parents. Ensuite, comme il n'y avait pas de place dans la maison, j'étais dans un lit d'appoint dans la salle à manger. C'était donc pas ma chambre. Et enfin, quand mes frères sont partis à la fac dans une ville lointaine, dans la semaine, ils n'étaient pas là, et d'ailleurs, ils ne rentraient pas tous les week-ends, eh bien, j'avais le droit de dormir dans leur chambre, qui était devenue ma chambre. Mais c'était quand même la leur, parce que certains week-ends, ils revenaient, tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt les deux. Quand ils revenaient les deux, je repassais dans le lit de la salle à manger. Bon, comme on voit, c'est pas les meubles qui étaient trimballés, là, c'était moi. Il y a peut-être une métaphore, là, de... Ça me revient en rêve, parce que le remuement que j'ai fait des meubles m'a rappelé le remuement que l'on faisait de mon corps dans une place dans la maison, où visiblement pour moi il n'y avait pas de place prévue. Et donc après, dans le détail, c'est assez intéressant, pourquoi mon bureau, celui-ci, se retrouve à la place du lit de mon frère Michel, qui n'y est plus dans mon rêve. Bien pour deux raisons. La première, c'est que j'ai déjà eu soupçon de multiples fois de viol de la part de mes frères. Et ici, je mets ce soupçon, parce que je ne peux pas m'empêcher d'y penser, dès que je pense à mon frère Michel. Et là, il est au travail, puisque ma table de travail est là, à cet endroit de son lit. Et elle est recouverte de plantes en pot, de plantes vertes, ce qui n'a jamais été le cas dans la réalité, ce qui n'a jamais été le cas dans la réalité ancienne, aussi dans ma chambre d'enfant. Je ne vois qu'une solution à laquelle je pense tout de suite, c'est que les plantes vertes font métaphore pour des poils pubiens, et l'espace sous le bureau, celui dans lequel on introduit les jambes, devient métaphore d'un sexe féminin ou d'un anus. C'est selon, puisque si c'est de viol dont il s'agit et que c'est moi la victime, c'est de ça dont il s'agit. Parce que le pied est aussi une métaphore du phallus, et quand on se met les pieds sous la table, comme on dit, eh bien, c'est une métaphore de l'acte sexuel. Il se trouve aussi que, lorsque, un jour que je dormais dans ce lit-là, puisque mon frère Daniel avait dû rentrer, donc réoccuper le lit que j'occupais d'habitude, donc j'étais passé dans le lit de mon frère Michel, qui n'était pas là, et ma grand-mère était venue dans le cabinet de toilette qui est juste à côté pour faire sa toilette. Et à l'époque, je ne savais pas du tout comment était fabriqué un sexe féminin. J'étais dévoré de curiosité, je me suis dit, elle vient faire sa toilette, elle me croit endormi. Donc je me suis mis un petit peu au-dessus du cosy pour regarder ma grand-mère se laver, elle avait laissé la porte ouverte. Bon, j'ai rien vu du tout, parce que un, elle était de dos, et deux, elle s'était déshabillée que jusqu'à la taille. J'en étais pour mes frais, mais on retrouve la curiosité pour le sexe féminin, donc le trou sous le bureau, sous la table. Vous voyez à quel point c'est indépendant des signifiants. Hein ? À moins qu'on appelle signifiants les images. Mais alors c'est complètement prendre le mot de Saussure pour une autre, tout à fait autre, pour le contraire de ce qu'il dit chez Saussure. Alors c'est compliqué quand même. Et c'est vrai que dans ce que je vous ai dit de l'emploi du signifiant chez Lacan, par exemple pour le caractère chinois, bon, il parle du caractère chinois comme l'exemple le plus parfait du signifiant. Or le caractère chinois, c'est une écriture, c'est une image. Hein, ce n'est pas une sonorité. Et de notre côté, à d'autres moments, il parle du caractère chinois, enfin de l'exemple le plus parfait du signifiant, ce qui résonne dans la langue chinoise, dit-il. Ce qui résonne, c'est ce qui s'entend. Donc le signifiant, un coup c'est le parler, un coup c'est l'écrit, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il veut dire ? On ne peut pas trancher.
Alors moi je tranche parce que je trouve que c'est utile d'avoir un vocabulaire précis si on veut communiquer entre gens de façon à ne pas se bouffer le nez sur la définition des mots. Parce que si j'ai pas la même définition d'un mot que le voisin, ça peut être riche, mais à condition qu'on accepte d'en parler. Et c'est plus rapide quand même quand on s'accorde sur un certain nombre de définitions. Donc là, ce qui est signifiant au sens où ça donne du sens, pas au sens où ça résonne, pas au sens où c'est écrit, mais au sens où ça donne une signification, c'est bien le trou sous la table, les plantes vertes au-dessus qui font métaphore des poils. Et l'association qui vient, rapport à ma curiosité sexuelle. Et peut-être un trauma que j'aurais eu dans l'enfance, un viol. Ensuite, dans cette nouvelle chambre que j'invente en rêve, qui est la chambre de mon enfance, je vois le grand lit que j'ai actuellement, qui est dans ma chambre actuelle, je le vois posé le long d'un mur, donc à côté, un petit peu plus loin, du bureau que je viens de décrire. Donc on a le cabinet de toilette, le lit, non, le bureau, lapsus significatif, le bureau qui a pris la place du lit. D'ailleurs, si le bureau a pris la place du lit, c'est bien à cause des choses qu'on fait dans le lit. Alors on y baise, on y dort, on y rêve. 3 choses qui sont en rapport très précis avec l'inconscient. Et puis donc cet autre lit qui est le mien aujourd'hui est encore un peu plus loin à côté. Dans l'une des versions de mon rêve, c'est la version orale que j'ai dictée dans l'iPhone, j'ai marqué pas de cheminée. Pourquoi ? Parce qu'à cet endroit, dans mon souvenir de la chambre de mon enfance, il y a une cheminée de marbre, comme il y avait dans les appartements anciens à l'époque. Mon lit d'aujourd'hui a pris cette place. La cheminée a disparu. Pourtant, elle est toujours là, puisqu'elle est dans ma mémoire. Le lit à la place du bureau, le lit ancien de mon frère à la place du bureau, le bureau à la place du lit, et là, le lit d'aujourd'hui à la place de la cheminée. Dans la version écrite, j'ai pas eu besoin de marquer pas de cheminée. Ça m'est pas venu de l'écrire. Bon, là, c'est important. Je ne l'ai peut-être pas écrit, peut-être justement à cause du refoulement qu'il y a derrière, parce que la cheminée, c'est un trou, c'est une autre métaphore du sexe féminin. Et c'est aussi quelque chose qu'il m'arrive de trouver dans un lit. Voilà. Et surtout un lit double, évidemment. Même si on arrive parfois à le trouver dans un lit simple quand on n'a pas d'autres moyens. La cheminée a disparu. Il y a donc un élément qui n'y est pas, et qui pourtant est signifiant, c'est-à-dire, pas au sens de Lacan, mais au sens de porte une signification du simple fait de ne pas être là. Parce qu'il est là, quand même, dans ma mémoire, c'est là, pas là, exactement comme le phallus. Et bien voilà, le sexe féminin, il peut être là ou pas là non plus. Et à chaque fois, c'est un effet du refoulement. Parce que pourquoi le refouler, le sexe féminin ? Parce qu'il évoque la castration. Parce que dans ma mémoire, j'ai aussi ce tableau de Magritte, dans lequel on voit cette locomotive qui sort de manière totalement incongrue de la cheminée. Alors, on sent bien l'idée qui a été celle de Magritte, cheminée du foyer et cheminée de la locomotive. C'est la même chose, dit-il, je vais mettre les deux choses en même temps. Mais en même temps, moi je vois bien un machin long qui sort d'un trou, c'est-à-dire un phallus qui vient compenser l'idée de la castration dans un sexe féminin. Je ne fais aucune interprétation sur ce qu'il y a dans la tête de Magritte, je m'en fous complètement, j'interprète le tableau, c'est tout. Et je l'interprète à ma sauce, c'est-à-dire en faisant mes projections, évidemment. La cheminée sans locomotive, c'est la castration. Et la cheminée sans cheminée, c'est le refoulement de la castration qui va encore plus loin, on ne parle même pas de la cheminée. On voile le sexe féminin au point de ne plus le voir du tout. Il n'y a pas de sexe féminin, ça n'existe pas. Bon, ce qui a pu faire dire à Freud, il n'y a pas de féminin dans l'inconscient, ce qui est repris à la puissance 10 par Lacan, la femme n'existe pas.
Mais vous voyez à quel point c'est sujet à caution, aussi bien la formule de Freud que la formule de Lacan, parce que ce n'est pas systématiquement qu'il n'y a pas de sexe féminin dans l'inconscient. Il y a parfois des tas de métaphores du sexe féminin dans l'inconscient. Là, je viens d'en introduire plusieurs. Le bureau, en tant qu'il a un trou dessous. La cheminée, en tant qu'elle est un trou dans l'appartement. Et l'absence de cheminée, en tant qu'elle est un trou dans la représentation. À chaque fois, ce sont des représentations du sexe féminin. Et c'est là qu'on peut voir que, effectivement, l'inconscient peut être structuré comme un rébus, où je vous donne cet exemple. Est-ce que vous pouvez comprendre ce rébus ? Non. Hein. Et si je rajoute ça, est-ce que vous comprenez ? Non plus. Hein. Il faut que je vous le lise. Le roi Papin, sans eau, sans pain, gémissait tout seul dans un coin. On peut aller encore plus loin, juste des petits points, et alors ça se lit. Le roi Pépin, sans eau, sans pain, sans lit, sans air, ayant perdu le peu qu'il lui reste, gémissait tout seul dans un coin. Vous voyez que l'absence peut vouloir dire quelque chose, mais à condition qu'on vous dise ce que ça veut dire. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est bien parce que c'est là, sans être là, que ça peut faire sens. Ce n'est pas l'absence toute seule qui fait sens, pas plus que le phallus tout seul ne fait sens, c'est toujours le phallus dans son rapport à l'absence, la castration, et l'absence dans son rapport au phallus, toujours la castration. Bon, voilà le sens du message dans mon rêve. Et le fait même que je l'ai développé avec tant de mots, tant d'associations qui me sont personnelles, qui donc ne viennent de nulle part d'autre que de ma mémoire, indique bien que ce n'est pas le signifiant, ce n'est pas le langage comme tel qui structure l'inconscient. C'est l'inconscient qui est structuré comme un langage parce qu'il y a des métaphores. Je vous les ai développées. Le lit, la table comme sexe féminin, le foyer, la cheminée comme sexe féminin. Il y a des métaphores, donc c'est un langage, mais ce n'est pas le langage qui structure. C'est ma mémoire inconsciente. Ma mémoire inconsciente a pris des mots dans le langage, a pris des images dans ce que j'ai perçu de mon enfance, ce que j'ai retenu dans ma mémoire. Mais ce ne sont pas ces mots et ces images qui structurent mon inconscient. C'est mon angoisse de castration. Et le trauma du viol possible, puisque être violé, c'est être mis en position féminine, c'est donc subir une castration. Tel est le message. Il faut donc pouvoir le traduire. Encore une fois, ce n'est pas un réel, c'est parfaitement symbolique. Dans ce rêve-là, il n'y a pas de réel, c'est-à-dire rien qui ne puisse ne pas être décrit. Tout est descriptible, mais encore faut-il le décrypter. Toutes mes associations sont singulières. Et c'est en ce sens-là aussi que ça se différencie d'un langage. Parce que dans le langage, les mots sont communs à tous. Le dictionnaire, tout le monde le partage. Plus ou moins étendu selon qu'on est cultivé ou pas, selon notre degré de culture. Mais il y a des usages de certains mots et de certaines images qui me sont parfaitement singulières. C'est en ce sens-là que ça sort de la langue. Mais ça fabrique une langue privée qui ne convient qu'à moi seul, pour les messages que je m'envoie à moi-même, mais dont je vous fais bénéficier en profitant des mots du dictionnaire que vous connaissez. Vous voyez l'articulation entre le singulier, qui m'est propre, et l'universel que je peux partager avec vous. Je peux partager mon singulier grâce à cet universel, mais à condition de faire l'articulation, c'est-à-dire de faire cette adaptation de ma langue privée
à la langue universelle. C'est tout le travail de la psychanalyse. Et c'est important de le comprendre comme ça. Alors, je vous ai donné un exemple de rébus en français. Je peux vous en donner un en chinois. C'est celui que donne Lacan, sauf que Lacan n'explicite absolument pas. Il indique comment des bouts de caractère peuvent s'agglutiner les uns aux autres pour fabriquer un autre caractère. Eh bien, ici, nous partons du caractère qui se prononce ding, et qui signifie adulte mâle, mais qui est la plupart du temps utilisé non pas seul, mais avec l'ajout nan, qui signifie effectivement masculin, donc nanding. Mais ce seul caractère ding, quand tu ajoutes la bouche, c'est-à-dire quo, ce qui se prononce quo, ça se prononce du coup l'un plus l'autre, ça se prononce que, et c'est la force, le pouvoir. C'est aussi la permission, l'autorisation qu'on demande au pouvoir. Vous voyez comment ça glisse l'essence. C'est le contexte qui va décider si c'est le pouvoir, si ça dit le pouvoir ou si ça dit la permission. Mais ça peut servir aussi de locution conjonctive, ça veut dire mais ou cependant, c'est-à-dire l'objection qu'on fait à une affirmation, l'objection qu'on fait au pouvoir. Vous voyez que ça veut dire la chose et son contraire, en fonction des contextes. Et que ça peut être un substantif, le pouvoir, un verbe, permettre, approuver, une conjonction, mais cependant. De notre côté, vous avez ce caractère qui se prononce gène et qui signifie l'homme, l'être humain. On y ajoute une barre et ça se prononce ta. Et ça veut dire grand. Et si on rajoute grand au-dessus du que, on obtient un truc qui se prononce ji et qui signifie seul ou impair. Alors pourquoi ? On peut effectivement, un Chinois ou un expert en linguistique chinoise serait certainement plus à même que moi de le décider. Pourquoi ça finit par vouloir dire impair ou seul ? Peut-être tout simplement parce que quand on est au pouvoir, on est toujours seul. Et on est toujours seul à permettre ou à prouver ou à apporter des objections à ce que disent les autres. Quand on apporte une objection, on est souvent seul par rapport à une assemblée. Ça peut se comprendre comme ça. Ça peut aussi signifier reste. Pourquoi ? Alors là, j'ai pas d'idée. Et finalement, on s'en fout, parce que l'important est de voir comment, effectivement, un caractère s'ajoute à un autre, et ça finit par devenir un autre caractère qui signifie autre chose. Pourquoi pas ? Mais quand on l'utilise dans la langue courante, c'est le contexte qui va en décider, et quand on utilise ji pour dire impair, par exemple, eh bien, toute cette étymologie est évidemment oubliée. Elle n'est pas dans le mot au moment où je le prononce. Parce que ça serait vouloir dire que je prends encore une fois les mots comme des choses, qu'ils supporteraient comme des cailloux, comme imprimés dans le marbre, toutes les significations qui sont drainées par les éléments précédents. Ça, c'est comme c'est exactement pareil que lorsqu'on fait de l'étymologie en français. J'ai connu un collègue qui me disait qu'il avait toujours son dictionnaire de grec à côté de lui quand il écoutait les analysants, parce que quand il entendait un mot, il allait chercher l'étymologie au dictionnaire, et ça lui donnait l'idée de l'interprétation. Je considère que c'est n'importe quoi, parce que les gens ne parlent plus grec de nos jours. Lui, mon collègue, me disait « nous parlons grec ». C'est faire l'impasse sur 3000 ans d'histoire quand même. Non, nous ne parlons plus grec, les gens ne savent plus parler grec, ils ont oublié, et lorsqu'on emploie un mot dont l'étymologie vient du grec, eh bien, nous n'en avons plus rien à foutre. Seuls les érudits et les intellectuels en ont quelque chose à foutre. Et c'est intéressant, je dis pas, mais quand je l'emploie, le mot, je ne convoque pas toute cette histoire, toute cette étymologie. Je convoque mon contexte singulier. Et c'est là ce qui nous intéresse pour la psychanalyse. Parce que je ne suis pas linguiste, je ne suis pas historien, je ne suis pas philosophe. Que ça intéresse
l'étymologie, les philosophes, les linguistes et les historiens, pourquoi pas, c'est très intéressant. Mais ne pas confondre avec la psychanalyse. Hein? Donc, dire que le caractère chinois est structuré comme l'inconscient, ou que l'inconscient est structuré comme un caractère chinois, je fais les mêmes remarques que j'ai faites à propos de métaphores et métonymie, et que je complète de remarques à propos de l'étymologie. Hein? C'est-à-dire que ça peut être utile pour les linguistes, etc., mais pas pour la psychanalyse. Hein? Les sens universels ne sont pas universellement drainés par un mot, qu'il soit en chinois, en grec ou en français. Hein? C'est la façon dont un singulier les utilise. Alors qu'un singulier veuille faire allusion à l'étymologie grecque pour le français, bah, pourquoi pas? Si c'est un érudit, il peut le faire. Mais justement, son érudition va certainement jouer comme voile pour l'autre usage du mot. Celui qui essaye de parler quelque chose de singulier. Et il en est tout à fait de même pour un caractère chinois. Un chinois pourra parfaitement allusion au fait qu'il y a la bouche dans le que qui signifie le pouvoir, ou qu'il y a l'aiguillon, le clou et l'homme mâle dans le pouvoir. Oui, ce sont des restes, puisque ça veut dire aussi reste, le reste de l'histoire. Si on connaît tout ça. Mais si on ne le connaît pas, et l'inconscient n'est pas forcément de le connaître, même si le conscient le connaît. À chaque fois, il faut revenir à la singularité de chaque sujet et ne pas se dépêcher d'interpréter en fonction du savoir linguistique, du savoir historique, du savoir philosophique. Il faut laisser aux gens le soin d'interpréter leurs propres rêves. On en revient à la règle de Freud. Voici l'exemple de notre rébus en français. Vous avez deviné très vite. Hein. Il y en a des plus difficiles à trouver, bien sûr. Je vous en ai choisi un facile. Un joyeux anniversaire. Bon, vous voyez qu'on peut interpréter loi comme loi, l'oiseau, mais ce qu'on retient ici, c'est le son. Alors d'accord, c'est le signifiant au sens de Saussure, mais au service du signifié, qui est joyeux anniversaire. Et les yeux, eh bien, pareil, on voit les yeux, mais on retient le son. Yeux, joie, yeux. Bon, toujours pareil, c'est au service de écrire joyeux, de la signification. Âne, pareil, on voit l'âne, mais ce n'est pas l'âne dont il est question, c'est du son âne. Pareil pour le bonhomme de neige, et pareil pour le cerf. Donc là, c'est le genre de rébus qui a pu faire dire à Freud, et même à Lacan, que l'inconscient, enfin surtout à Lacan, que l'inconscient était surtout fait de mots, c'est-à-dire de résonance. Et qu'il fallait entendre, quand on voyait une image dans un rêve, il fallait surtout entendre le son par lequel on décrivait cette image. Or, dans le rêve que je viens de vous raconter, c'est pas du tout ça. Il n'y a aucun jeu de mots, il n'y a aucun son spécifique qui m'amène à quoi que ce soit comme signification. Ce qui amène la signification, c'est bien l'image comme telle, en tant qu'elle représente une autre image. Le bureau, avec son trou en dessous, pour le sexe féminin. Il y a aussi les petites bibliothèques noires dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est pareil, c'est parce qu'elles présentent un trou, et si j'ai déplacé les plantes en pot du bureau à la bibliothèque, en fonction du moment de mon rêve, hein, ça c'est un aspect de mon rêve que je n'avais pas parlé tout à l'heure, il me revient maintenant, eh bien c'est pour la même chose, c'est pour indiquer que les poils pubiens se sont déplacés, maintenant ils sont sur un autre trou. Ça insiste, ça se déplace d'un objet à un autre, d'une image à une autre, mais ce n'est pas le son qui importe, c'est bel et bien l'image. Et là, nous avons un détournement incroyable de la psychanalyse par la diabolisation qu'on trouve chez Lacan et Lacanien, la diabolisation de l'imaginaire, au profit du symbolique qui serait ce qu'on entend.
On l'a vu chez Lacan, c'est loin d'être aussi clair. Hein. Mais en général, c'est ça qui est retenu. C'est-à-dire qu'il faut entendre la petite musique du signifiant, ce qu'on entend, et on se fout des images. Effectivement, dans le rébus, là, on se fout des images. Elles ne sont là que comme support des sons. Mais ce n'est pas vrai dans les rêves. Dans certains rébus, on va avoir une image qui va servir effectivement pour représenter l'image telle qu'elle est. Mais ce n'est pas le plus fréquent. La plupart du temps, c'est le son. D'ailleurs, dans le rébus du roi Pépin, on voit que c'est l'image des lettres qui fait signification. L'image du lettre en tant qu'elle est là et en tant qu'elle manque. Mais pas du tout en tant qu'elle résonne. Donc vous voyez qu'on ne peut pas tout de suite assimiler rébus et rêve. Donc il faut se garder des formules toutes faites qui généralisent à tour de bras ce dont il s'agit. Encore une fois, faire confiance au sujet, qui n'est pas assujetti au langage, mais justement la psychanalyse, c'est ça, c'est que même si on admettait l'hypothèse qu'il est assujetti au langage, c'est lui donner la parole pour sortir de cet assujettissement. Sortir de l'assujettissement, non pas au langage, qui est un médium et un outil très utile, mais à la mémoire inconsciente, en tant qu'elle est un langage aussi. Elle n'est pas un langage, elle est un message qui se sert du langage. Tiens, la nuit s'est levée. Je vois pas pourquoi on dirait pas la nuit s'est levée, puisque on dit le jour se lève et la nuit tombe. Bon, pour changer un peu, je dis la nuit s'est levée. D'ailleurs, je suis toujours levé. Donc, et c'est la nuit. Voilà. J'espère que ça ne vous nuira pas, puisque je continue mon petit discours sur la question des langues. Et je vais examiner ce que Lacan raconte du japonais. Puisqu'il dit que les japonais sont inanalysables. On peut se demander pourquoi. Alors, j'ai consulté évidemment tout ce que Lacan raconte sur les Japonais et la langue japonaise, mais aussi un article d'un analyste japonais qui s'appelle Shinya Ogasawara, et que je vois d'ailleurs régulièrement publier des choses sur Facebook, des choses très lacaniennes. Il nous justifie le pourquoi Lacan dit que les Japonais sont inanalysables, donc je ne sais pas comment il a été analysé, ni comment lui-même il fait des analyses, il n'en parle pas, mais il nous justifie. Allez comprendre pourquoi. Il nous justifie que Lacan dit que le japonais est inanalysable. Comment le justifie-t-il ? Il dit, voilà, je commence d'abord par le fait que Lacan dit que dans la langue japonaise, le mot d'esprit est tellement présent tout le temps qu'au fond, ils sont très proches de l'inconscient. Il ajoute que c'est du fait de l'écriture, puisque il y a dans l'écriture japonaise des caractères chinois et des caractères spéciaux qui ont été inventés par les Japonais. Les caractères chinois peuvent se lire de deux manières, nous dit-il. Il y a ce qui s'appelle le onyomi, yomi veut dire lecture, onyomi et konyomi. L'onyomi, ça serait lire le caractère en chinois, dans la prononciation chinoise, ce qui ne veut rien dire pour un japonais. Mais les japonais le lisent tout naturellement dans l'écriture, dans la prononciation japonaise, qui peut être totalement différente. Et là, ça veut dire quelque chose. Suivez bien le raisonnement, parce qu'il y a de quoi se rouler par terre de rire. De ce fait, nous dit-il, ça c'est l'interprétation que fait Ogasawara de ce que dit Lacan, parce que Lacan, comme d'habitude, reste très flou. À part d'avoir dit qu'il y a cette histoire de deux systèmes d'écriture, en fait, il n'y a pas deux systèmes d'écriture, il y a deux systèmes de lecture, plus exactement, du même caractère chinois en japonais. Eh bien, Shinya Ogasawara indique que c'est parce que, de ce fait, la prononciation en chinois étant inaccessible est de l'ordre du symptôme.
comme le symptôme, on ne le comprend pas. Hein. Mais c'est une comparaison. Hein. C'est une métaphore. Puisque le caractère est immédiatement traduisible en japonais, puisqu'on peut le lire, tout japonais peut le lire aussi en japonais. Alors ce qu'il ne nous dit pas, ce dont je suis à peu près persuadé, malgré mon ignorance de la langue japonaise, c'est que les Japonais lisent tout simplement en japonais et qu'ils n'en ont rien à foutre de la prononciation chinoise. Sauf si ce sont encore une fois des érudits qui étudient le chinois ou l'étymologie. Parce que la prononciation chinoise du caractère chinois en japonais, c'est comme ce que j'ai dit de l'étymologie. C'est une prononciation, au fond, ancienne, qui date de l'époque où les Japonais ont emprunté des caractères chinois aux Chinois. Cette époque a été oubliée de la même façon que nous avons oublié le grec et le latin. Et nous avons conservé des racines grecques dont la plupart des gens se contrefichent en français. De même que le fait que ça vienne la plupart de nos mots viennent du latin. Eh bien, il en est de même pour les Japonais. Ils n'en ont rien à foutre de l'origine de leur caractère. Ça leur sert pour transmettre leur savoir, leurs sentiments, c'est une écriture, quoi. Et alors ? C'est comme dans l'interprétation de Shinya Osagawara, c'est comme s'il s'agissait d'un symptôme, c'est comme s'il s'agissait de l'inconscient, la prononciation en chinois, et comme c'est traductible immédiatement, eh bien voilà, nous dit-il, la clé. C'est pour ça que Lacan dit que la traduction étant déjà faite, il n'y a pas besoin de psychanalyse. Mais c'est n'importe quoi. Comme si l'existence d'une prononciation d'un caractère dans une langue ancienne, ça voulait dire que c'est l'inconscient. C'est pas l'inconscient du tout. Ça peut éventuellement faire métaphore de l'inconscient, et encore de très loin. De très loin, parce que justement, un caractère dans un rêve, c'est-à-dire une image dans un rêve, eh bien, le sujet qui rêve n'en a jamais la clé de manière immédiate. Il doit toujours en passer par ses associations, par un travail d'analyse. Eh bien, il en est de même pour les sujets japonais, chinois, grecs, tout ce que vous voulez dans le monde. Hein. C'est pas parce qu'il y a cette caractéristique de l'étymologie, toujours, hein, comme si, encore une fois, l'étymologie expliquait l'inconscient. Et alors, en déduire que tout un peuple est inanalysable, ce que Shinya Osagawara ne déduit pas, puisqu'il est psychanalyste et il fait des psychanalyses au Japon, tout en nous expliquant pourquoi les Japonais n'en ont pas besoin. Il ajoute même que, ce que Lacan lui-même a dit, c'est que le Japonais est heureux. Hein, il n'y a pas de problème, les Japonais, puisque de toute façon, ils sont déjà analysés par le fait même de leur langue. Je ne connais pas plus n'importe quoi que ça. On gobe ça. Enfin, en tout cas, les lacaniens gobent ça. Et M. Shinya Osagawara, à laquelle je n'en veux pas du tout d'être lacanien, mais dans son argumentation, franchement, ça me fait rigoler, quoi. C'est pas possible d'être naïf à ce point. Dans sa préface de la traduction japonaise des écrits, Lacan écrit « Avis au lecteur japonais », et dans cet avis, il dit « Tout le monde n'a pas le bonheur de parler le chinois dans sa langue. » C'est une formule encore un peu alambiquée, mais qui veut dire que, les Chinois parlent les caractères chinois, ok, mais les Japonais, ils parlent le chinois, mais en fait, ils le prononcent en japonais, puisqu'ils se servent des caractères chinois. Là aussi, mais c'est une façon totalement absurde de voir les choses, hein. Les Japonais se servent des caractères chinois pour leur écriture, ils les prononcent autrement, mais exactement comme les gens qui parlent le cantonais en Chine se servent des mêmes caractères que les gens qui parlent le mandarin. Et les autres dialectes, il y en a des centaines en Chine, très différents les uns des autres, mais tous se servent des caractères chinois. Ça en ferait des gens qui seraient inanalysables si on suit le raisonnement de Lacan. Et donc, il raisonne uniquement sur les Japonais, comme s'il ne savait pas que les gens qui, en Chine, parlent le cantonais se servent aussi des mêmes caractères que les mandarins.
que ceux qui parlent le mandarin. C'est comme, dit-il, dit Lacan, poursuivant son raisonnement, c'est comme si il y avait dans le japonais un espèce d'inconscient à ciel ouvert, puisque ça parle une autre langue. Il y a la duplicité du langage, en quelque sorte, telle qu'elle se manifeste éventuellement dans tous les autres langages, c'est-à-dire le fait qu'on puisse dire autre chose que ce qu'on croit dire, dans l'idée qu'il y a toujours de l'inconscient dans ce qu'on dit, ce qui n'est pas forcé. Ça, c'est l'hypothèse de Lacan, c'est pas forcément la mienne. Je l'ai discuté dans une autre vidéo, mais je peux le rediscuter maintenant. C'est toujours cette idée que j'ai déjà dite des dizaines de fois, mais qui est fondamentale. Quand Lacan dit justement « je suis analysant à mon séminaire », il dit qu'il manifeste cette idée qui est la sienne, que dans toute parole, il y a de l'inconscient. Eh bien non. Il n'y a pas d'inconscient dans toute parole. Quand il parle d'Heidegger, quand il parle des Japonais, quand il parle des Chinois, quand il se réfère comme ça à la langue, c'est-à-dire à l'étymologie, il est étymologiste, il n'est pas psychanalyste et il est encore moins analysant. Il se sert d'une caractéristique d'une langue. Mais un analysant n'en a rien à faire des caractéristiques de sa langue ou des autres langues. Ce qui l'intéresse, c'est la langue du rêve. Celle qui reste un mystère pour lui, la langue du lapsus, la langue de l'acte manqué, mais surtout celle du rêve, qui est la plus étrange, puisqu'elle apparaît sous forme d'images qui sont souvent fort difficiles à déchiffrer. Mais comme les Japonais déchiffrent naturellement ces images que sont les caractères chinois, ils les déchiffrent en leur langue, ça supposerait que l'inconscient est dévoilé. Et que quand Lacan parle de n'importe quoi, l'inconscient est dévoilé. Mais pas du tout. Au contraire, les édifices théoriques incroyables de Lacan, c'est là qu'il y a de l'inconscient, c'est là où il ne s'en rend pas compte, sont là justement pour voiler le contenu de l'inconscient et mettre à la place de ce contenu un contenu philosophique, linguistique, étymologique, historique, sociologique, mais surtout pas le contenu de l'inconscient, qui n'est pas là-dedans. Je dois mettre quand même à la décharge de Shinya Osagawara le fait qu'ils disent que, quand même, pour le japonais, le symptôme reste opaque et qu'il faut tout un travail d'analyse pour le décanter. Alors, c'est très étonnant qu'il conclut par cette chose-là, après nous avoir donné toutes les raisons de Lacan. Alors, c'est tout à son honneur de savoir se démarquer de son maître, pour lequel il a une admiration sans borne. Il suffit de voir dans d'autres articles ce qu'il fait des mathèmes de Lacan en particulier. Mais pour ce qui concerne le japonais, il nous donne toutes les raisons de Lacan. Il ne nous dit pas que c'est ridicule, mais il nous dit quand même que dans son constat, dans sa pratique, c'est quand même pas comme ça, quoi. Et il a bien raison de ce côté-là. Alors, je vais vous donner quand même le petit exemple qu'il appelle vignette clinique, que Shinya Ogasawara se sert pour dire qu'il y a une influence de la langue sur le sujet. Il a reçu une patiente, comme il dit, qui était amoureuse d'un type qui était un homme marié, qui travaillait dans la même firme qu'elle. À la fin, cet homme marié a trahi cette femme, et du coup elle a démissionné de la firme où elle travaillait, sans doute pour ne plus le voir. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est fait refaire le nez, chirurgie esthétique. Shinya Ogasawara dit rhinoplastie. Et puis, comme au bout de quelques années, elle s'est aperçue que son nez était cause de moquerie de la part des gens, et en effet, comme elle n'avait pas du tout un nez Camus, la rhinoplastie avait fait de son nez un espèce de nez à la Cyrano de Bergerac, nous dit-on. Et donc, oui, on se moquait un peu d'elle. Alors, elle s'est faite réopérer. C'est seulement après beaucoup de temps que Shinya Osagawara repère dans son discours le fait que ses parents ont toujours été fiers d'elle.
Or, nous dit-il en japonais, fier d'eux se dit avoir le nez élevé. Et donc voilà, elle voulait correspondre à l'image de ses parents qui voulaient qu'elle ait un nez élevé puisqu'ils étaient fiers d'elle. C'est ce qu'il dit de ce qu'il comprend de la signification. Parce que comme d'habitude, comme le fait souvent Freud d'abord, il ne nous dit pas si c'est la dame elle-même qui a trouvé l'interprétation. Il dit qu'il a fait une scansion sur « mes parents voulaient être fiers de moi ». Il n'a pas dit si dans la séance suivante, elle est revenue avec cette signification. Lui, il a compris cette signification. Ça, c'est toujours la question de comment on fonctionne en psychanalyse. Lui, il fonctionne à la Lacan en faisant des scansions. Moi, je ne fais pas ça. Je pose des questions de façon à ce que l'analysant trouve la réponse. J'imagine pas qu'il va la trouver tout seul, simplement parce que j'ai arrêté la séance à ce moment-là. Mais ce que ça nous démontre, c'est que lui, Shinya Osagawara, il est persuadé de l'influence de la langue sur un sujet japonais, comme il dit. Parce que c'est ce qu'il nous démontre. Il nous dit que lui, il a compris ça, il a fait la scansion. Et est-ce que le sujet en question a compris la même chose? Nous n'en savons rien. Mais quand bien même ça serait le cas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est là où on pourrait travailler la question de être dans le discours des parents ou être dans son propre discours. Et là, il s'agit bien du discours des parents. Ça passe par une formulation en japonais. Mais la question, c'est pas celle du japonais, c'est celle des parents. Hein? Le fait qu'en japonais, ça se dise avoir un nez élevé, bon, peut-être que c'est ça qui l'a amené à se faire une rhinoplastie. C'est peut-être tout simplement parce qu'elle s'est sentie pas assez belle par rapport au monsieur qui l'a trahi. Et qu'elle a voulu être plus belle. Ça, personne n'en dit un mot, mais pourquoi ça ne serait pas ça? Parce que moi, j'ai connu des personnes pour lesquelles c'était la motivation de la chirurgie esthétique, et non pas une formule en français, en japonais, en grec ou en tout ce que vous voulez. Hein? Alors, encore une fois, peut-être que c'est ça, mais peut-être pas. Nous n'en savons rien tant que ce n'est pas la personne elle-même qui nous en parle. Voilà la question. Hein? Et même si c'est le cas, encore une fois, ça nous indique juste qu'il s'agit de la langue des parents, même si cette langue se sert de la langue japonaise, reprise par la langue du sujet, qui ne s'est encore peut-être pas suffisamment démarqué de cette langue de ses parents pour trouver sa propre langue, ses propres mots et sa propre façon de fonctionner dans la vie. Shinya Ogasawara nous donne encore un exemple dont nous pouvons tirer enseignement. Il analyse un rêve d'un de ses patients, comme il dit. Évidemment, c'est lui qui fait l'analyse. On ne saura pas, comme d'habitude, ce qu'en pense le rêveur lui-même. Mais dans ce rêve, nous dit-il, c'est la suite de 3 rêves faits dans la même nuit. Dans les 2 premiers rêves, l'analyste de la personne apparaît dans un contexte laudateur, nous dit-il. Et dans le 3e rêve, il ne s'agit plus de l'analyste, il s'agit de Nakazawa Shinichi, qui est un anthropologue spécialisé dans les religions. Et il fait des discours sur la psychanalyse. Et il se trouve qu'en ce moment, dans la presse au Japon, cet anthropologue célèbre fait l'objet de critiques. Donc on ne sait pas qui fait cette association, hein, si c'est le rêveur ou l'analyste Shinya Ogasawara. Mais bref, il nous dit ça. Et ensuite, il nous dit, c'est pas difficile de comprendre que puisque cet anthropologue fait l'objet de critiques, c'est une façon de critiquer l'analyste, puisque l'analyste a été substitué dans le rêve par la figure de l'anthropologue. Et pour nous justifier ça, il nous fait toute une acrobatie sur le signifiant entre son nom à lui, Ogasawara, et le nom de cet anthropologue, Nakazawa. Nakazawa, nous dit-il, quand ça s'écrit en caractères chinois, ça n'a rien à voir avec les caractères chinois qui écrivent Ogasawara. Mais quand on l'écrit en phonétique, c'est-à-dire avec
les caractères hiragana du japonais, à ce moment-là, on constate qu'il y a des syllabes communes. Ce n'est pas tout le mot qui est commun, mais il y a des syllabes communes. Il aurait pu tout simplement dire qu'un anthropologue qui tient des discours sur la psychanalyse, on a vite fait de comprendre que c'est un substitut du psychanalyste. Il n'y a pas besoin d'en passer par ces acrobaties signifiantes. On peut si on veut, mais il y a tellement plus simple, et il y a surtout beaucoup plus simple, c'est d'écouter la personne. Parce que tout ça, encore une fois, on ne sait pas si c'est des interprétations destinées à donner raison à Lacan, parce que là, il nous parle du transfert d'un patient à l'égard de lui-même au Gazawara, mais derrière tout ce texte, on sent son transfert à l'égard de Lacan, où tout ce qu'il nous dit, c'est pour justifier la théorie de Lacan, ou du moins ce que lui, il en a compris. Donc ça nous apprend quand même aussi quelque chose sur la façon d'interpréter les rêves. Maintenant que nous avons réglé son compte à la langue japonaise, passons à la langue anglaise, dont Lacan nous dit que c'est aussi un obstacle. Et sur la langue anglaise, c'est dans le désir et son interprétation, si ma mémoire est bonne, et dans l'angoisse, en tout cas sans j'en suis sûr, qu'il étudie et fait étudier par ses élèves les analystes anglais, de manière minutieuse. Margaret Little, Winnicott. Et ces Anglais, à ce moment-là, travaillent énormément le contre-transfert. C'est ce qui va amener Lacan à prendre position contre le contre-transfert. Dans tous ces séminaires, dans les années 56, 57, 58, donc, il est loin d'être clair sur sa prise de position. Il va même jusqu'à réinterpréter un rêve d'Ella Sharp en utilisant la question de la langue anglaise, justement. C'est dans la leçon du 21 janvier 59. Il prend l'exemple autour du verbe se masturber en anglais, to masturbate. Et il cite un fragment de phrase rapporté par le rêveur qu'a entendu Ella Sharp, toujours le même problème, comme si le rêve était un objet qu'on passe de main en main, comme ça. Ella Sharp, je rappelle, c'est une analyste anglaise. Lacan reprend ce que dit Ella Sharp de ce que dit l'analysant, et elle dit, ou l'analysante, je ne sais pas, on ne peut pas savoir, on ne nous dit même pas le sexe. La phrase, c'est « Elle était bien désappointée de n'avoir pas mon pénis que je pensais « she would masturbate ». Et donc Lacan est dans le problème, parce que comment pouvait-on traduire ça, puisque en français, nous avons masturber et se masturber, ce qui est différent. Mais peut-être qu'en l'anglais, on l'a aussi, mais ma connaissance de l'anglais n'est pas suffisante. Mais là, il dit qu'il y a un problème parce qu'on ne sait pas si on peut traduire par avec lequel pénis, avec lequel elle voulait se masturber, qu'elle voulait masturber, le pénis comme objet, ou grâce auquel elle voulait me masturber. Putain de merde. C'est pas la langue qui nous dit ça, c'est un rêveur. Quand on sait pas trop ce que le rêveur veut dire, eh ben on lui demande. Vous voulez dire quoi exactement par she would masturbate? Voilà ce que je fais moi des fois, quand quelqu'un me raconte un rêve et que je piche pas, parce que dans le français aussi, il y a des imperfections comme ça, où même la personne n'utilise pas le français d'une manière totalement académique. Alors à ce moment-là, bah oui, je demande ce que la personne veut dire, parce que le rêve, c'est un effet de sujet, c'est pas un effet de la langue. Et là, Lacan le prend comme d'habitude, comme un effet de la langue, parce que le verbe n'aurait pas de forme pronominale se masturber en anglais, alors ça rendrait l'inconscient des Anglais différent. Encore une fois, n'importe quoi. Et là, on trouve justement la même source que dans sa prise de position contre le contre-transfert. C'est-à-dire que le sujet, celui qui transfère le sujet lui-même, ça l'intéresse pas, et ça l'intéresse pas plus que le sujet qu'il écoute. Ce qu'il écoute, c'est le langage qui parle tout seul. Ça s'entend très bien, là, prise de position à propos des Anglais contre le contre-transfert, et analyse de quoi? D'un morceau
dit par quelqu'un complètement effacé comme sujet, par le fait que c'est son langage, son dire a été transposé de main en main pour arriver jusqu'à Lacan. Et pour arriver jusqu'à Jean-Pierre Clairaut, qui discute cette chose-là dans son article, puisque c'est Jean-Pierre Clairaut que j'ai donc entendu à France Culture et qui a écrit cet article sur Lacan et la langue anglaise. Mais pour Jean-Pierre Clairaut, qui lui aussi a l'air lacanien jusqu'au bout des ongles, c'est l'une des raisons, parce que lui, il cherche à donner raison à Lacan. Pourquoi Lacan dit « la langue anglaise fait obstacle » il a forcément des raisons. On pourrait citer cette parole beaucoup plus tardive. Donc, après tout le travail que Lacan a fait autour des analystes anglais, en 75, le 11 février 75, c'est dans RSI, il dit la phrase suivante, Lacan, « Il est tout à fait certain que ni les Anglais, ni je ne dirais pas les psychanalystes anglais, je n'en connais qu'un qui soit anglais, il ne peut s'agir de Winnicott qui est mort depuis 4 ans, et encore il doit être écossais probablement. La langue, en un seul mot, je crois c'est la langue anglaise qui fait obstacle. » Bon, c'est un peu fort de dire qu'il n'y a pas de psychanalyste anglais quand il les a étudiés dans les années 58-59 à fond avec ses élèves. Bon, alors, c'est peut-être, dira-t-on, que justement, il s'est aperçu que les psychanalystes anglais ne valaient pas tripette, puisqu'il les a étudiés, au moins il peut le dire d'une manière précise. Mais il ne le dit pas d'une manière précise. Comme d'habitude, il nous livre là une opinion, et c'est Jean-Pierre Clairaut qui essaie de trouver des arguments pour justifier cette opinion de Lacan. J'ajoute, puisque j'y pense, que par 2 fois, je crois, il cite Mélanie Klein, non, il cite Mélanie Klein plus souvent, qui donc écrit en langue anglaise, et il dit que c'est Mélanie Klein qui a trouvé que dans l'inconscient, notamment dans l'inconscient des enfants, comme s'il était différent de celui des adultes, il y a dans le ventre de la mère les frères, les rivaux et même le pénis du père. Et dans les écrits, et ça c'est un écrit donc... on ne peut pas le soupçonner d'être mal retranscrit, il conclut cette énonciation par un « vraiment » avec un point d'interrogation, comme s'il était tout à fait sceptique. En même temps, il nous dit à d'autres moments que Mélanie Klein est une tripière géniale. Effectivement, elle nous parle des tripes et de ses tripes. Sans quoi elle a raison, puisque moi j'ai trouvé tout ça dans mon inconscient et je le trouve dans l'inconscient de mes analysants. Mais moi, j'analyse pas le rêve des analysants à leur place. Je leur donne l'occasion de l'analyser. Et quand on leur donne l'occasion, quand on les laisse parler, c'est-à-dire quand on les écoute comme sujet, et non pas comme porteurs de langue simplement, qu'on va analyser dans leur dos parce qu'on est très érudit, on s'aperçoit qu'ils sortent effectivement les trucs que sortait Mélanie Klein. Donc il y a des analystes anglais au premier chef. Mélanie Klein, et la langue anglaise ne fait pas du tout obstacle, pas plus qu'aucune langue au monde. Alors toujours dans le même registre de ce Jean-Pierre Clairaut qui cherche des raisons pour Lacan, il dit que c'est vrai qu'il y a une énorme différence entre l'anglais écrit et l'anglais parlé. Et là on retrouve la différence qu'il y a en japonais et surtout en chinois. Il y a une énorme différence entre le chinois parlé et le chinois écrit. On pourrait même dire qu'il s'agit de 2 langues différentes. En anglais, c'est quand même pas 2 langues différentes, mais c'est vrai que c'est très différent. Ce qui s'écrit ne se prononce franchement pas pareil. Ou en tout cas pas toujours pareil. Est-ce que, dit Jean-Pierre Clairaut, est-ce qu'on pourrait se risquer à cette hypothèse pour l'anglais ? Mais encore une fois, c'est lui qui l'a fait, c'est pas Lacan. Et puis Lacan, ça c'est toujours les hypothèses de Jean-Pierre Clairaut, Lacan ne traduit pas certains mots. Par exemple, quand il parle du fantôme d'Hamlet, il parle toujours du ghost. Parce qu'en anglais, c'est ghost, et attention, fantôme, ça ne veut pas exactement dire la même chose en français, parce que fantôme, ça se rapproche du latin, fantasma, de fantasme, et que le fantôme, c'est pas le fantôme. Si, justement, le fantôme, c'est le fantasme. C'est justement pour ça qu'il y a la même racine en français. Et s'il y a une racine celte qui permet de dire ghost, eh bien, c'est bien de ça que ça parle. Il suffit de lire Hamlet,
C'est de ça dont il est question. C'est le fantôme de son père mort qui vient le trouver pour lui dire « Mon fils, il faut me venger ». Cette histoire que la langue serait porteuse de quelque chose d'extraordinairement spécifique me semble complètement à côté de la plaque. Le ghost de Hamlet, il est spécifique dans le fait qu'il s'agit d'Hamlet, pas d'un personnage anglais qui parle la langue anglaise. C'est son ghost particulier parce que c'est le fantôme de son père. Et chacun qui a vu un fantôme peut dire dans son analyse, c'était le fantôme de mon père, de ma mère, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mon ancêtre, de tout ce qu'on voudra. À chaque fois, c'est un ghost particulier. Mais qu'on l'appelle fantôme ou tout autrement, ça n'a aucune importance. Ce dont il s'agit, c'est encore une fois le message que vient transmettre le fantôme. Pas le fantôme comme tel. Le message, tu dois me venger mon fils. Pour ce qui est d'Hamlet. Ensuite, pour chaque sujet, après, ça sera à l'analyste d'interroger, mais qu'est-ce que voulez-vous dire par ghost? Que voulez-vous dire par fantôme? C'est pas la langue qui détermine ce qu'il en a été de mon histoire avec mon père et de la dette que je peux ressentir par rapport à lui. Il y a les mêmes histoires de mots qu'il ne traduit pas. Par exemple, dasting, la chose n'est pas traduite par Lacan. Encore que si, parfois il parle de la chose, mais souvent quand il en parle, il emploie le mot freudien sans le traduire, das Ding. Pourquoi? Parce que das Ding, c'est super spécifique en allemand. Il y a encore cette histoire que, oui, en allemand c'est neutre, das Ding, et qu'en français c'est la chose. Mais encore une fois, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ça n'a aucune importance. La chose, c'est la chose. C'est-à-dire c'est le réel. Et le réel, il n'est ni masculin, ni féminin, ni neutre. Il est rien du tout. On a inventé un mot pour en parler. C'est Ding en allemand, c'est chose en français. La différence à laquelle je tiens en français, mais on a deux mots, ça tombe bien, c'est entre objet et chose. La chose, c'est celle qui est du réel, qu'on ne peut pas décrire. L'objet, justement, on entend la différence objet-sujet. Le sujet, c'est celui qui a un objet. C'est-à-dire celui qui investit sa libido sur un objet. Donc là, on peut faire une différence, objet dans le symbolique, chose dans le réel. Soyons précis quand nous employons des mots, donnant des définitions précises, mais ne restons pas dans ce flou abyssal qui consiste à ne pas traduire, c'est-à-dire ne pas donner de définition finalement, même pour les mots en français, ou donner des définitions contradictoires qui font que on se retrouve dans le flou le plus abyssal et on ne sait pas de quoi Lacan cause. Alors, une des dernières hypothèses que fait Jean-Pierre Clairaut à propos de la langue anglaise, encore une fois, toujours pour chercher des raisons à Lacan, c'est que l'anglais substitue souvent une forme passive à une forme active. Pour ce qui est du souvent, j'en sais rien. Encore une fois, je ne fais pas de statistiques et je ne connais pas suffisamment l'anglais. Même si je le parle couramment, mais je ne fais pas de statistiques. Mais c'est vrai que en français, on dit par exemple « on m'a dit que », alors qu'en anglais, on dira beaucoup plus fréquemment « I've been told ». J'ai été dit, j'ai la forme passive. Ah oui, alors ça mettrait plutôt les Anglais du côté du passif et les Français du côté de l'actif. Ouais, on a vu ça pendant la guerre de 39-45. C'était super ça qui était à l'œuvre à ce moment-là. Mais franchement, il n'y a pas quelques ridicules à sortir des arguments pareils. C'est juste que la formule en anglais, c'est comme ça. I've been told, on m'a dit. On le dit comme ça en français, on m'a dit. Moi, en tant qu'analyste, j'écoute pas la langue, j'écoute le sujet. Et si un sujet me dit « on m'a dit », je dis tout de suite « qui vous a dit ?» C'est important. Quel est le sujet qui parle et non pas la langue qui parle toute seule à travers le « on ». Et c'est pareil, j'écouterai un sujet en anglais et j'ai mené des analyses en anglais, effectivement. Eh bien, quand quelqu'un me dit « I've been told », je lui dis « who told you ?» C'est la même chose. J'interroge le sujet parce que c'est le sujet qui est important. Et si on croit savoir des choses sur la langue qui seraient là en dehors des sujets, on ne fait pas de la psychanalyse, encore une fois. On fait de la linguistique, on fait de l'érudition, mais on est à côté de la plaque pour ce qui est de saisir l'inconscient. C'est pas un hasard si Lacan doute des choses qui sont dans le ventre de la mère, selon Mélanie Klein, parce que lui, il n'a pas rencontré ça. C'est archi évident.
hein, puisqu'il lui se perd dans l'érudition, dans les centaines de bouquins, peut-être milliers de bouquins qu'il a lus, dans lesquels il construit ses édifices théoriques, sans penser interroger le sujet qu'il a en face de lui. Bon, là-dessus, je vous laisse.そうそう、珍しい桜があります。一本の木で3色の花が咲くんですけれども、一本の木で赤と白とピンクの花が同時に咲きます。一本の木で